Alors avant de faire une tentative, je ne sais pas si c'est une synthèse ou de rebondir sur vos différentes interventions, je voudrais d'abord répondre à Michel Yael qui a ouvert la conférence par un propos taquin sur l'éléphant et la souris, pour lui rappeler que parmi les qualités qu'on prête aux éléphants, il y en a une qui n'est pas souvent citée mais qui est réelle, qui est l'agilité. Je voudrais juste lui rappeler qu'ils ont traversé les Alpes avec Hannibal et monté les falaises de Birmanie au moment de la Deuxième Guerre mondiale pour sauver un grand nombre de gens. Alors, pour revenir plus au propos qui est attendu de moi, je voudrais, avant de revenir à ce qui a été le cœur de vos interventions, rappeler trois faits. Le premier, c'est que le taux des investissements en France, le taux d'investissement des entreprises en France, a retrouvé son niveau d'avant-crise, ce qui n'est pas nécessairement quelque chose de très connu, alors qu'en Allemagne, au contraire, il s'est dégradé. Donc, je parle d'ici du taux d'investissement mesuré en pourcentage de la valeur ajoutée. Donc ça, je crois que c'est un point important. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que notre volume d'investissement est équivalent à celui des entreprises allemandes. Leur valeur ajoutée, comme vous le savez, très supérieure à celle des entreprises françaises. Mais j'y vois un signe que la contrainte de financement ne pèse pas sur les entreprises françaises. Je crois que ça, c'est important de garder cet élément de contexte en tête. Deuxième élément, vous l'avez tous dit, l'offre d'épargne est là. Troisième élément, pour autant, la manière dont nos entreprises sont financées n'est pas satisfaisante. Vous savez tous que dans le bilan de nos entreprises, la part de la dette est très supérieure à celle des fonds propres, alors que c'est l'inverse aux États-Unis. Pour citer quelques chiffres seulement, en 2015, la dette des sociétés non financières représente 72% du PIB français, alors qu'aux États-Unis, la dette des entreprises n'atteint que 43%. Autre constat, les fonds propres de nos entreprises, si je les mesure en valeur de marché, ce qui est le seul étalon disponible, ces fonds propres représentent 65% du PIB. Aux États-Unis, ils représentent 120%. On a vraiment une structure de financement très différente. Alors pourquoi est-ce que c'est un facteur d'attention? Tout simplement parce que le service de la dette est très contraignant pour les entreprises. Donc un enjeu de stabilité financière et d'équilibre économique. On parle beaucoup en France de l'endettement public. On parle rarement de l'endettement privé. Mais il est devenu très important par rapport au PIB. Le taux d'endettement privé en France a augmenté de près de 30 points de PIB entre 2007 et 2016. C'est dire que c'est un point d'attention. Dans d'autres pays, au contraire, le taux d'endettement privé s'est orienté à la baisse, notamment aux États-Unis. Donc il me semble que la question qui était posée était plutôt celle, non pas de la quantité de financement disponible, mais de la nature des financements disponibles ou utilisés. Alors bien sûr, je ne vais pas dire que le financement bancaire est critiquable en soi ou qu'il soit à proscrire. Il est évident que dans des économies en phase de croissance rapide ou en phase de rattrapage, le financement par dette peut être adapté. Le cas dans certains pays émergents aujourd'hui, ça n'est pas le cas dans tous les pays émergents. Par contre, dans un pays dit avancé, ou je ne sais pas si vous dire avancé ou vieillissant, l'intermédiation bancaire n'est pas nécessairement le canal le plus approprié, et vous l'avez tous dit, pour financer les innovations, et en particulier les innovations de rupture. Or, ce sont ces innovations qui porteront la croissance de demain. Donc, c'est dire que les entreprises ont besoin d'un capital et d'actionnaires patients. Alors, je crois que vous l'avez tous relevé avec des termes différents, mais vous l'avez tous dit. L'offre de fonds est abondante, le taux d'épargne financière en France est tout à fait satisfaisant. Malheureusement, il s'oriente vers des actifs peu risqués, avec une forte préférence pour la liquidité. Et on assiste à un paradoxe qui est que la prime de risque, depuis la crise, a augmenté. Le coût des fonds propres
qui correspond donc au rendement exigé ex-ante par les investisseurs, se maintient aux environs de 9%, selon les mesures conventionnelles, alors que de son côté, le rendement des actifs sans risque, comme vous le savez, a fortement chuté. Il est aujourd'hui proche de 0 à 1%. Donc il y a une vraie difficulté pour expliquer la sous-pondération des actifs risqués. Il devrait normalement produire un rendement très supérieur. Alors, vous avez beaucoup commenté les raisons de la faible présence des actifs longs et risqués dans le patrimoine des ménages français. Il y a nombre de facteurs sur lesquels on ne peut agir qu'à moyen ou long terme, qu'il s'agisse du niveau d'éducation financière, de la taille ou de la profondeur du marché des actions, des choix faits en matière de retraite, par répartition ou par capitalisation. Mais vous avez néanmoins dit qu'il y a des leviers sur lesquels on pourrait agir à plus court terme. Et je vais y revenir. Avant d'entrer dans ces éléments, je voudrais simplement dire que mon propos va se centrer sur les règles en vigueur en France, mais ça ne veut pas dire que nous ignorons l'importance de l'enjeu que constitue la construction d'un marché des capitaux unique en Europe. Vous l'avez très bien dit. Et le fait que je centre mon propos sur l'Hexagone, si je puis dire, n'est pas l'expression d'une préférence nationale souhaitable. Il est évident qu'il est souhaitable que les investisseurs non résidents soient actifs en France, comme ils continuent de l'être, et comme il est normal que les résidents français diversifient leur portefeuille vers des actifs internationaux. Donc, ayant pris cette précaution, je vais revenir sur la France. Alors, vous en avez évoqué plusieurs. La première, c'est celle de l'éducation financière. Je crois que c'est extrêmement important. C'est un effort à moyen terme et la Banque de France est très heureuse d'y prendre toute sa part puisque, comme vous le savez sans doute, le gouvernement l'a désigné comme opérateur national de cette stratégie. Et nous avons déjà créé un portail Internet qui s'appelle Mes questions d'argent. Et nous avons signé de nombreuses conventions pédagogiques avec les rectorats et avec les académies. Le deuxième levier, bien sûr, c'est celui de la réglementation. Il est assez évident qu'elle n'a pas été très adaptée en ce qui concerne le rendement relatif de certains produits. Je veux parler des plans d'épargne logement et du livret A. Des progrès ont été faits pour que cette rémunération des produits d'épargne réglementés soit davantage sensible aux évolutions des taux de marché, mais nous n'y sommes pas encore tout à fait. Et j'espère que cette normalisation, si je puis dire, va pouvoir progresser. Le troisième levier, dont vous avez parlé, c'est celui de l'outil fiscal. Alors, vous avez eu tout à fait raison de dire que c'est un outil à manier avec précaution. Et c'est surtout un outil à ne pas manier trop souvent ou trop fréquemment. L'instabilité fiscale étant peu favorable à la prise de risque. Mais néanmoins, vous avez tous dit qu'une réflexion était très souhaitable en la matière, allant, je dirais, de la fiscalité des successions, la transmission de patrimoine, à la fiscalité relative entre actions et obligations. Donc le champ de la réflexion est vaste. J'ai omis les niches fiscales, mais il faut bien sûr les intégrer. Ça n'est pas une solution en soi. Ça n'est pas un élément d'environnement qui, à lui seul, peut favoriser nécessairement une diversification vers des placements plus longs ou plus risqués. Mais au moins, à tout le moins, il pourrait être plus neutre et plus favorable à ce rééquilibrage. Enfin, dernier aspect, c'est celui dont vous avez parlé le plus lors du dernier panel. Finalement, quels produits proposer aux épargnants en France ? Alors, je crois qu'on a là un exercice un peu difficile, puisqu'il faut réconcilier un triangle de compatibilité. Premier élément, les attentes des épargnants en matière de rendement et de risque. Cela va bien sûr de pair, et vous l'avez peu cité, mais je crois que c'est un élément très important, avec une liberté minimale d'entrée et de sortie des vecteurs de placement. Le deuxième élément de ce triangle, ce sont les besoins des entreprises en financement en fonds propres.
qui conduirait à imaginer et à promouvoir de nouveaux instruments de placement à long terme, ou de nouveaux vecteurs, ou de nouveaux acteurs, comme vous l'avez dit. Dernier élément, c'est celui de la stabilité financière. Je crois que vous l'avez tous dit de façon implicite ou explicite. Nous sommes dans un univers où il faut éviter les ruptures brutales, soit dans les mécanismes de financement, soit dans les valeurs de marché. Donc l'exercice n'est pas simple, le triangle étant l'univers le plus instable, je crois, mais néanmoins il faut essayer d'y parvenir. Alors, il y a un point qui est, me semble-t-il, qui a été abordé, mais peut-être pas tellement développé, qui est celui des acteurs, des intermédiaires. Et là, je voudrais citer un exemple que vous n'avez pas cité. Alors peut-être ça n'est pas le bon exemple, mais c'est celui des fonds souverains. Il me semble que les fonds souverains ont tous accepté récemment de diversifier leur stratégie de placement, à la fois vers des actifs plus risqués et également avec des préoccupations de responsabilité sociale, notamment en matière environnementale. Alors, c'est un exemple un peu extrême, parce que les fonds souverains sont, je dirais, le degré maximum de mutualisation qu'on peut imaginer entre les épargnants. Ou en tout cas, ils sont dans la main d'un État qui représente par définition tous ses citoyens. Mais il y a sans doute de la place en France, et je crois que certains d'entre vous l'ont évoqué, pour des acteurs qui aient cette stratégie de plus long terme et avec une plus grande diversification des produits. La deuxième évolution que vous avez évoquée, elle est très importante, c'est la transformation numérique, qui va toucher aussi bien les canaux de diffusion des instruments financiers que les acteurs eux-mêmes. Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'aspects positifs dans ces évolutions, mais il y a aussi des risques. Il y a des risques pour les épargnants. Certains d'entre vous y ont fait allusion dans le dernier panel, ce qui veut dire que la transformation numérique n'est pas synonyme de disparition de la réglementation ou de disparition de la surveillance. Et il me semble que dans ce domaine, vous avez tous insisté sur les obligations d'information et de transparence. Cela veut dire bien sûr qu'il faut que les autorités de contrôle se mettent à niveau en termes d'outillage digital pour pouvoir veiller au bon respect de ces règles nouvelles et de ces pratiques commerciales nouvelles. Et je pense que c'est très important pour favoriser des choix éclairés de la part des épargnants. Alors, il y a un instrument de long terme que vous n'avez pas cité, qui sont les fonds européens de long terme, qui ont pour objet d'apporter des financements aux projets d'infrastructure ou aux petites PME cotées, ou aux PME cotées, pardon. Il y a déjà des efforts dans la réglementation prudentielle. Certains d'entre vous ont tendance à attribuer tous les défauts de la Terre à la réglementation prudentielle. Donc je voudrais juste vous rappeler qu'il arrive que la réglementation prudentielle soit intelligente et qu'elle cherche à combiner des préoccupations de développement des investissements en actions avec les règles qui s'imposent, par exemple, aux compagnies d'assurance ou aux banques. Donc, il y a là bien sûr un sujet de réflexion permanent. Je ne veux pas dire que la réglementation est aujourd'hui dans son état optimal, mais il me semble qu'il ne faut pas nécessairement y voir un frein au développement du financement en fonds propres. La dernière chose, vous avez parlé in fine du capital investissement. Il a connu une croissance rapide en France. On est passé de 12,4 milliards en 2016, on a atteint 12,4 milliards en 2016, soit une croissance de 15% par rapport à 2015. Donc on n'est pas dans un univers où le capital investissement serait en recul en France, au contraire. Alors cela étant, il est exact que le capital risque est très modeste par rapport à celui qui peut exister aux États-Unis. Donc vous avez tous illustré comment il pouvait être possible de favoriser un investissement de qualité de l'épargne des ménages en fonds propres. Vous avez tous souligné qu'il fallait peut-être réfléchir à comment mieux aider les placements risqués et durables,
comment il fallait faire preuve de pédagogie et trouver un équilibre entre la protection de l'épargnant et l'innovation. Certains d'entre vous ont souligné le rôle de l'innovation pour la croissance. Le secteur financier devrait peut-être réfléchir au point de savoir s'il est aussi doué pour l'innovation que le reste de l'économie. Je ne suis pas sûre. Je crois notamment qu'il y a des travaux académiques qui démontrent que la productivité du secteur financier n'est pas au rang des meilleurs dans l'économie. Donc voilà, je ne vais pas vous ennuyer plus avant, je voulais simplement rappeler ces différents messages et souhaiter que le cadre applicable en France et plus largement dans l'Union des marchés de capitaux en Europe réponde à tous les objectifs que vous avez illustrés. En tout cas, soyez assurés que la Banque de France est totalement mobilisée pour s'inscrire au cœur de ses actions pour ceux qui la concernent. Merci beaucoup.